Le risque est particulièrement élevé pour les femmes qui habitent à moins d'1 kilomètre de ce type d'exploitation. Nous avons constaté beaucoup de problèmes pendant nos recherches. Des cerveaux développés sur l'avant de la tête, des visages complètement déformés et même des têtes sans cerveau, des déformations de différents types. Nous avons tout vu. Nous sommes ici à la pointe sud du Paraguay. C'est ici que vit Petrona Talavera avec sa famille. Sa maison est entourée par les champs de soja. En 2003, Silvino, son fils de 11 ans, meurt des suites d'un empoisonnement aux pesticides. Un cultivateur de soja épand un produit phytosanitaire toxique dans son champ. Silvino est aspergé, tout comme les aliments qu'il vient d'acheter. Le garçon, qui ignore tout des effets du produit toxique, rentre à la maison. Avec les aliments rapportés par Silvino, sa mère prépare à manger. Peu après le repas, tout le monde est pris de vomissements. Des maux de tête et des crampes d'estomac apparaissent. L'état de santé de Silvino se dégrade. Sa mère décide de l'emmener à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital vers 1h30 du matin. Le médecin de garde nous a dit « Votre fils a été empoisonné. Je ne suis pas sûre que nous puissions le sauver. Mais nous allons quand même essayer et lui faire un lavage d'estomac. » Il m'a prescrit une ordonnance et je suis partie. Je me suis mise à pleurer. J'étais désespérée. Je n'avais pas d'argent. Un homme m'a alors aidé à payer les médicaments pour le lavage d'estomac. Mais mon fils n'a pas survécu. Il est mort peu après. À 3h30 du matin, il a eu une première attaque. Une demi-heure plus tard, une deuxième. Et puis, il est mort. Les médecins confirment la cause du décès de Silvino. Intoxication aux pesticides. Commence alors un long combat pour la justice. Petrona Talavera obtient gain de cause en deuxième instance. Mais le producteur de soja se pourvoit en cassation avec succès. Il n'y a pas de justice pour les pauvres. J'ai fini par perdre mon procès. Le coupable n'a jamais été mis en prison. Il est chez lui, il continue à épandre ses pesticides en toute impunité. Moi, j'ai tout perdu. Au Paraguay, Petrona Talavera est la seule victime à avoir intenté un tel procès. Les autres se taisent par peur des représailles qu'exerceraient les barons du soja. L'Union européenne ne semble pas se préoccuper de cette situation. L'Europe a besoin de soja pour ses animaux. D'où provient-il? Comment est-il cultivé? Ces questions ne passionnent pas nos hommes politiques. Pour la Commission agricole, la priorité, c'est l'Europe. Quant au marché, il finira bien par s'autoréguler. Nous sommes obligés de maintenir nos importations si nous souhaitons continuer à produire de la viande. L'autre possibilité consisterait à réduire la part des céréales au profit de protéines végétales. Mais ça semble peu réaliste. Au fond, c'est le marché qui décide. Mais est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité vis-à-vis des populations d'Amérique du Sud?
Oui, bien sûr. Nous savons comment les choses se passent. C'est pour ça que nous discutons aussi avec les gouvernements de cette région. Mais au final, c'est le marché qui décide. Nous n'y pouvons rien. Wie ich sage, der Markt entscheidet und so ist das. Le marché décide. À nous d'en assumer les conséquences. La demande en viande augmente sans cesse et avec elle l'élevage de masse des animaux, donc les excréments et la consommation de fourrage. Pendant des années, les éleveurs européens ont épandu du lisier dans leurs champs sans le moindre contrôle. Aujourd'hui, la quantité maximale d'azote autorisée est de 170 kg par hectare. Bien difficile à contrôler. Dans certaines régions d'Allemagne, pendant la période de fertilisation des terres, les camions sillonnent des champs à tout moment. Ici, on épand le lisier provenant des fermes allemandes, mais aussi des excédents provenant des Pays-Bas, soit quelques 2 millions de tonnes chaque année. Aux Pays-Bas, le gouvernement a reconnu que les terres agricoles contenaient trop de lisier. En Allemagne, le traitement du lisier reste une activité très lucrative et tant pis pour les répercussions écologiques. Mais les nappes phréatiques sont contaminées par le lisier. Leur taux de nitrate est très élevé. Méfiez-vous, ce paysage est certes bucolique, mais surtout très pollué. Paul Kröfges et Harald Gulshoff contrôlent régulièrement la qualité de l'eau en Allemagne. Aujourd'hui, ils examinent une source près de Strehlen, à 2 pas de la frontière néerlandaise. Dans cette forêt mixte, le taux de nitrate devrait être très bas. Mais il faut rester particulièrement vigilant. La région compte de nombreuses exploitations agricoles. L'appareil indique une valeur de 184,9 mg par litre. C'est vraiment effrayant. En temps normal, les nappes phréatiques ne contiennent jamais plus de 50 mg par litre. C'est donc une valeur anormalement élevée. Plus de 180 mg par litre, c'est bien au-delà des valeurs habituellement constatées. C'est un niveau totalement aberrant. L'état des nappes phréatiques n'est d'ailleurs pas conforme à la directive cadre sur l'eau. Bref, des mesures d'urgence s'imposent. 184 mg, c'est 18 fois la valeur normale. Des résultats de ce genre, on en retrouve partout où les éleveurs épandent leur lisier. Les causes de ce désastre et leurs conséquences sur les êtres humains sont connues depuis des années. Associées à d'autres substances dans le corps, de telles quantités de nitrate peuvent favoriser l'apparition de substances cancérigènes et donc le développement de certaines formes de cancer. Elles peuvent aussi déclencher des cyanoses chez les enfants en contact avec des eaux contenant de tels niveaux de nitrate. En Allemagne, un tiers des nappes phréatiques contient trop de nitrate. Les directives européennes sur l'eau ne sont pas respectées. Résultat, l'eau potable doit être puisée toujours plus profondément, parfois à plus de 100 mètres. L'élevage intensif a un impact sur la qualité des eaux, mais aussi sur le climat. À l'Institut biologique animal de Rostock, en Allemagne, on s'intéresse de près au rôle que les vaches pourraient avoir dans les émissions de gaz à effet de serre. Les activités agricoles génèrent environ 30% des émissions de méthane. La majeure partie est liée à l'élevage, et plus particulièrement à l'élevage bovin. Les vaches sont en effet responsables d'environ 75% des émissions de méthane d'origine animale. Le méthane est plus dangereux que le dioxyde de carbone et il participe au réchauffement climatique. Quand un ruminant est en phase de digestion, il éructe du méthane. Partout dans le monde, des scientifiques tentent d'évaluer l'impact de l'alimentation des vaches sur leur production de méthane. Ici, à Rostock, les vaches sont maintenues dans une installation respiratoire pendant 3 jours. Excrétion, respiration, tout est passé au crible.
Objectif, déterminer si, comme on le présume, l'alimentation des vaches a réellement une influence sur leurs émissions de méthane. Mais même si on parvenait à réduire les émissions de méthane de certaines races de vaches en modifiant leur alimentation et les méthodes d'élevage, l'impact sur l'environnement resterait quasiment le même. Il n'existe qu'une seule méthode pour lutter efficacement contre les émissions de méthane d'origine animale: réduire la production d'animaux. Réserver la viande au repas dominical pourrait être une solution. Les chercheurs ont démontré qu'une consommation raisonnée de viande pourrait ramener le niveau de méthane à celui d'il y a 20 ans. Mais malgré le réchauffement climatique, malgré la pollution des eaux et des sols, l'Europe produit toujours plus de viande sans s'inquiéter des conséquences. Nous voulons tous manger de la viande. Et cette viande, il faut bien la produire. Or, si nous produisons moins de viande en Europe, où la viande sera-t-elle produite? Et sera-t-elle produite dans de meilleures conditions qu'ici? Nous assouvissons notre passion pour la viande, mais la faim gagne du terrain dans le monde. Qui est responsable? À l'instar des autres secteurs économiques, l'industrie de la viande joue à fond la carte de la croissance. L'Allemagne est le premier producteur de viande en Europe. En 2010, elle a pulvérisé un nouveau record avec une production de 8 millions de tonnes. Évidemment, plus l'offre est abondante et bon marché, plus la consommation augmente en Allemagne, en France et partout ailleurs en Europe. On a beaucoup soutenu ce secteur au niveau de l'Europe et on a encouragé ce secteur dans une direction qui était la direction du productivisme. C'est-à-dire qu'on aurait pu parier sur la qualité, on a parié sur, pendant toute une période, sur l'augmentation de la production. Ce qui comptait, c'était de produire toujours plus avec un prix toujours plus bas. On a un secteur politique qui a toujours encouragé le secteur de l'élevage. Et c'est un secteur de l'élevage qui, aujourd'hui, pèse très fort puisqu'il représente 85 000 éleveurs en France. En 2010, le budget de la PAC, la politique agricole commune, s'élevait à 60 milliards d'euros, soit plus de 40% du budget européen. Les principaux bénéficiaires en ont été les agriculteurs. Les subventions européennes contribuent ainsi à réduire artificiellement le prix de la viande. Résultat, le marché est complètement perverti. La viande européenne inonde les marchés africains. Ces importations étranglent les producteurs locaux, incapables de rivaliser avec les prix subventionnés par la PAC. Au Ghana, beaucoup d'éleveurs ont dû cesser leur activité. La destruction du marché ghanéen de la viande est un cas d'école. Comme les Européens consomment principalement le blanc du poulet, les autres morceaux de l'animal sont exportés en Afrique. David King représente les fermiers ghanéens. Depuis des années, il parcourt le monde pour attirer l'attention sur la situation dans son pays et inciter l'Europe à ne pas exporter autant de viande vers l'Afrique. On ne peut pas faire face à la concurrence. La viande importée est bien moins chère. Un poulet ghanéen coûte environ 6 $. Mais je peux acheter des morceaux de poulet importés pour seulement 50 cents. Alors, le choix est vite fait. On achète le poulet le moins cher pour avoir suffisamment à manger.